Eh ben, salut les geeks lumineux, toujours fidèles au poste, avec des nouveaux invités ce soir. Ma comparse délicieuse, talentueuse, dynamique et rigolote, Ève Dufaux, Bonsoir qu'on ne Emmanuel. présente plus. Damien, chef opérateur, étalonneur, organisateur de Kino Genève, et plein d'autres trucs, qui va venir nous raconter plein de trucs. Et l'inénarrable Thomas Le Sourd, qui est ici aussi en guest, pour venir nous parler de sa dernière création. J'ai pas bougé du plateau de toute la matinée. En fait, il y a un problème, il y a guest. quelqu'un qui a fait une blague, on l'a mis de la super glue sur le fauteuil, donc c'est pour ça qu'il peut pas, il est obligé de continuer. Hein. Voilà. Donc Thomas, on t'a invité pour parler du côté backstage, behind the scene, comme ils disent les anglo-saxons, de ton fabuleux Double Rainbow qu'on a vu en avant-première hier soir. On va attaquer par ça, hein, et puis on parlera chiffon au fur et à mesure. Ouais, ça te va? Alors Thomas, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est tu as une approche totalement instinctive avec les outils. Comment tu fais? C'est juste c'est vraiment instinctif ou alors tu passes toute la nuit à regarder des tutos Je ne regarde pas de tuto parce que je fais partie de ces gens qui ont un cerveau qui bloque même à l'idée même du concept de tuto. Quand je vois des tutos, en général, mon cerveau imprime même pas les phrases, je comprends pas ce que les gens disent tellement je m'emmerde déjà. Donc non, certainement pas. J'ai beaucoup de mal à lire le mode d'emploi aussi. C'est peut-être une forme de dyslexie. Mais non, j'ai un rapport instinctif parce que justement, peut-être pas... je m'intéresse aux techniques de cinéma, au pluriel oui, après à la technique pure et dure quand même très très peu. C'est-à-dire que quand il y a un moment où j'étais très heureux forcément des révolutions technologiques de ces dernières années qui permettent effectivement de faire des films de cinéma avec un truc qu'on a dans la poche. Donc ça effectivement là je la vois. Là. Mais effectivement, je suis pas forcément, je suis pas un chef-op. Je connais les objectifs que j'utilise, je les connais. Le reste, j'en sais rien. Les logiciels de montage ou d'effets spéciaux que j'utilise, je les connais parce qu'à un moment je les ai appris ou un pote je connais After Effects. Un pote m'a montré un quart d'heure un jour comment ça marchait à peu près. Depuis, j'ai jamais rien relu, j'ai tout appris tout seul, je découvre. Mais donc oui, et instinctif, je sais pas parce qu'en fait tout ça est comme. Je réfléchis beaucoup à ce que je fais, après en me laissant toujours une marge. Je m'organise pour pouvoir me permettre d'être instinctif. Mais ça demande quand même beaucoup de préparation et pour pouvoir se permettre de l'être. D'accord. Tu utilises quelle caméra tu utilises? Tu as utilisé sur je sais quelle caméra tu utilises, mais je pense que les gens seront ravis de le savoir. Tu fais partie des gens qui ont étraîné cette caméra en Autriche il y a quelques années. C'est un 550D. Et c'est toujours un 550D. C'est toujours le même 550D depuis que cet appareil photo est sorti. Je l'avais acheté la semaine de sa sortie, je crois. Parce que clairement, il y avait un nouveau modèle moins cher. C'était la seule caméra qui faisait du 25p 1080 et qui était, je crois que c'était 600 balles ou je sais pas quoi. C'était la moins chère. Et depuis, elle survit toujours. Et je pense que mon prochain achat restera la moins chère du marché en ce moment. Parce que j'ai pas d'argent. Parce que je trouve que justement le manque de moyens que tu peux avoir dans tes projets, ça te permet d'être super créatif parce que donc on a déjà travaillé ensemble. Et je me rappelle à chaque fois, tu arrives avec des outils que tu as fabriqués toi-même. Je me rappelle de ton stabilisateur que tu as fabriqué à partir Une arbalète Nerf. Une arbalète Nerf. Voilà, une arbalète, un jouet pour enfants. C'est pareil alors, mais c'est une question d'économie aussi. Mais alors c'est peut-être du fait que effectivement moi à la base je sais pas à quel moment j'ai décidé de faire du cinéma. Mais on va en reparler après. Tu vas t'allonger un petit peu là. Moi j'ai pas fait une école de cinéma, j'ai fait les beaux-arts. J'aime la littérature, j'aime les jeux vidéo, donc en fait peu importe. Moi j'aime raconter des histoires. Je suis pas forcément attaché. Pour moi c'est même pas le meilleur outil pour raconter des histoires, c'est même pas le cinéma. Donc je suis pas forcément, je sais pas comment dire, c'est
parfois je vois pas l'intérêt d'acheter un truc professionnel quand un truc qui coûte 10 balles qui est à côté marche très bien. Et je me souviens de cette fameuse Frotz Nucam qui effectivement c'était une vieille arbalète Nerf et j'avais dû utiliser du gaffer et ça m'avait coûté 20 balles à faire. Et un ami avait acheté une crosse épaule, c'était 1500 balles. Et on avait fait des plans tests tous les deux avec la même caméra dessus, ça marchait pareil, c'était voire même plus fluide. Le mien on pouvait faire plus de trucs avec parce que c'est un... Donc je trouve ça un peu bête des fois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui part dans des trucs... Parfois c'est bien, parfois ça sert à rien. Du coup je préfère me focaliser sur quand c'est bien. D'accord. Alors je vais demander à la régie parce que c'est totalement pas prévu, mais je pense que dans l'ordinateur de diffusion, on a certainement au moins une bande-annonce. Alors c'est un VFX breakdown comme font les Américains pour montrer aux gens qu'on fait beaucoup le travail sur l'image. Breakdown. We're gonna launch now the VFX breakdown demo reel from Double Rainbow. Alors, action. Gilead. Action. Ah non, merci. C'est très bien. Et pousse-toi pour que je puisse t'effacer. Eh ben non. Bah c'est pas là, hein. Bah non. C'est pas là. La vidéo s'arrête dans 3 minutes. Voilà, donc on est revenu sur le plateau. Est-ce que quand tu composes un cadre, quand tu shootes une image, tu penses compositing derrière? Forcément, ouais. Ouais. Mais en fait, je pense même tournage. Comment dire, sur ce projet-là, en tout cas, tout est tellement pensé en fonction de la post-prod qu'en fait, même les tournages ressemblent parfois plus à des shootings photos. Quasiment tout est redoublé, Parfois, certains personnages, on refait leur bouche après. Parfois, on dit même pas les dialogues parce que c'est pas la. Enfin, du coup, c'est un projet technique qui est différent, qui est vraiment pensé autrement. Et la post-prod fait partie intégrante du processus. Parfois, la post-prod est avant qu'on filme. Et comme pour des raisons très simples, hein, comme le dinosaure, qui est une récup de trucs que tu payes 30 balles et puis tu as le droit d'utiliser ton dinosaure où tu veux ou machin. Et tu pouvais acheter le modèle 3D. De toute façon, je ne sais pas faire de 3D, donc ça sert à rien. Et puis tu peux acheter une espèce de stock shot d'un dinosaure. Il est sous 4 plans, il fait pas grand chose. Donc nous, on part avec ce plan-là sur le tournage et je fais le découpage de la scène en fonction des plans du dino que j'ai. Même je l'écris en fonction des plans du dino que j'ai à la maison parce que je sais qu'il va pouvoir faire ci, ça ou ça. Donc il y a le principe de bricolage inverse quand même beaucoup de problématiques en fait. Et sur tout ce qui est musique et compagnie, tu fonctionnes comment? Tu travailles avec des compositeurs, tu vas acheter aussi des trucs sur les banques de son? Les deux en général, il y a parce que du coup en fait il y a comme donc c'est très parodie ça utilise beaucoup de formes hollywoodiennes en tout cas, et donc un peu comme dans les grandes BO de grands films hollywoodiens, il y a la musique orchestrale de Hans Zimmer et de l'autre côté il y a les tubes
Alors les tubes, les chansons qu'ils écoutent dans la série, etc., sont toujours des artistes rencontrés ou avec Offcourt ou des amis ou des gens avec qui on travaille, ou parfois même des deals avec des chanteurs. Ok, j'adore ce que tu fais, je te fais un clip gratuit, j'ai le droit à ta chanson dans mon truc. On fait des échanges de bons procédés comme ça. Ou effectivement de la musique au kilomètre. J'ai une fascination sans borne pour cet enfant malade de la musique qui est la musique au kilomètre de bande-annonce. J'adore les bandes-annonces, je trouve qu'il y a tout un... Tu vas sur quel... On devrait faire des cours de cinéma sur les montages de bandes-annonces et sur les mecs qui font ces musiques absolument imbuvables, mais qui remontaient et utilisaient pareil, là, dans un contexte parodique, dans un contexte... c'est comme quand il y a des musiques épiques dans South Park, ils peuvent se permettre que ce soit pas... John Williams, parce qu'on est dans un dessin animé, que tout ça devient de toute façon impressionnant. Et au milieu de toutes ces banques de musique de merde, il y a quand même, parce que finalement quand même des gens qui les composent et qui parfois se font chier. On sent qu'il y a un morceau sur les 30 où le gars s'est fait plaisir et où c'est en général des photocopies de trucs connus. Mais il y en a des trop cool, dont celui qu'on a mis là sur la truc. Je le trouve génial ce thème. Mais c'est du coup libre de droit, c'est sûr, tu trouves Non, ça sur alors des tu sites, payes si on avait, enfin pour l'instant de toute façon les épisodes on se pose même pas encore la question de comment on les diffuse. Donc, si on devait payer, commencer à le diffuser demain sur des ondes et le payer, il y en aurait pour 1000 balles de musique par épisode. Vu que les épisodes, le premier épisode a coûté 250 balles jusqu'ici, ça va, ça fait encore pas trop, ça fait pas trop cher. Est-ce que tu t'es amusé à un moment justement, en parlant de pognon, d'imaginer combien ça coûterait de faire réellement... Même pas. Par contre, je m'amuse beaucoup à dire aux gens, la scène dans le Sahara qu'on a faite, beaucoup de gens ont pensé que les incrustes étaient super bien faites dans les scènes dans le Sahara. Alors qu'en fait, non, on les a tournées là-bas parce qu'on a fait un kino au Maroc en novembre dernier avec Eve, justement. Et donc nous, on a profité, ça nous a rien coûté parce qu'on venait... Oui, t'allais là-bas pour organiser ce labo, on y allait de toute façon pour travailler. Mais du coup, il y a une tellement bonne lumière là-bas qu'on dirait que c'est des fonds verts. Donc, désert. Et moi là, j'en profite pour dire oui, mais un jour ou deux en plus, et je peux rester et faire des scènes et avoir du coup tous les décors un peu épiques qu'on a dans la série. Mais au fait, en comptant, du coup, on avait coûté. Au fait, on s'est dit, mais au fait, combien ça coûte? Parce que ça coûte pas très cher les billets d'avion au Maroc, etc. En gros, pour faire le faux Indiana Jones avec un 550D et un autre comédien. Pour 500 €, tu l'as fait ta scène. Et c'est souvent un argument de on ne peut pas auprès d'une boîte de production. Parce qu'il va falloir emmener le producteur exécutif qui sert à rien, la script qui sert à rien. Pourquoi pour quelques plans Parce qu'en fait, on avait déjà développé le concept. Au fait, des concepts voisins de Double Rainbow Infinite ont été discutés auprès de chaînes de télé qu'on ne nommera pas. Et où c'était souvent un problème dans les discussions. En fait, il va se passer ça, ça va coûter tant. Oui, mais en fait, si on faisait autrement, si effectivement on envoyait juste un gars dans le désert, faire plein de plans de désert, on l'incruste plus tard ou je sais pas quoi, il y a toujours moyen de faire ces choses-là, effectivement avec de la bricole, mais tant que le travail artistique est derrière, je pense qu'au bout d'un moment on se pose plus forcément la question. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont notées trop chères dans le cinéma. On dit oui, faire ça, ça coûte tant. Souvent je suis là, non, je sais pas. Je suis pas sûr. Parce qu'on vend finalement de la production value, mais qui ne voit même pas la différence. Et voit pas qu'on forcément. a même des postes, je pense, dans l'organisation des tournages qui ont quand même été pensés à une époque où on tournait en 35 mm noir et blanc et que maintenant les machines ne sont pas les mêmes, mais que par contre le métier fonctionne avec des... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. On parle souvent des statuts, des problèmes politiques à l'intérieur de comment il faudrait réorganiser les statuts des techniciens, etc. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une chaîne, il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce que des étapes ont sauté. Et au fait, on a quand même rempli ces postes, je trouve, parfois. Et parfois, ils sont utiles. Hein, je ne suis pas du tout contre... Enfin, quand j'avais fait l'import-export d'Offcourt il y a 2 ou 3 ans, on était dans une structure plus classique, effectivement, de production, de tournage, on jouait le jeu et moi c'était un de mes plus beaux moments de tournage jamais et c'est aussi une façon de faire qui me va très bien. Mais par contre, je trouve qu'on a une possibilité là maintenant d'explorer un nombre de choses incroyables. On parlait des nouvelles écritures tout à l'heure. Là, on n'a vraiment jamais été aussi gâtés, quoi. Tu te rends compte que quand George Lucas faisait un Star Wars en 77, c'était la révolution. Là, tout le monde peut faire son Star Wars quand même dans sa chambre à un moment. Et je trouve que pas grand monde le fait, en fait.
malheureusement. On a trop envie parfois de se prendre pour des professionnels et on fera jamais rien tant qu'on n'aura pas le plateau idéal. Moi, je pense qu'il faut quand même un peu, c'est un peu la philosophie du kino, hein, c'est qu'il y a un moment où on va peut-être y aller avant, et puis... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu racontes. C'est vrai qu'on peut faire des très très belles choses grâce en partie à la démocratisation de la technologie. Et je suis un des premiers défenseurs de cette théorie que j'applique au quotidien. Après, c'est vrai que si tu veux transposer et rendre un projet comme ça viable dans une réalité économique quelconque, à partir du moment où tu vas commencer à te poser la question de devoir payer les gens, de payer les charges et ainsi de suite, c'est ça qui va coûter cher. C'est bien pour ça qu'on a toujours, depuis le début, le lancement du projet et que même les rares fois où on m'a parlé distribution de Rainbow ou achat ou production, je dis non, c'est un projet qu'on ne veut pas, c'est un projet amateur en fait. Peu importe le nombre d'heures qu'on y passe, peu importe le talent des professionnels qui viennent m'aider à faire les choses. C'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir, comme des cosplayers, comme des gens qui se réunissent le week-end pour faire quelque chose, parce que juste tout simplement pour quand tu commences à vouloir écrire de la série et creuser un peu en France, malgré ce qu'on racontait tout à l'heure avec nos amis des nouvelles écritures, je trouve que c'est encore extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a un système de lecture des scénarios en France qui est juste complètement aberrant en fait. Enfin, ça ne marche pas. Le cinéma, pour moi, ça doit être une affaire d'impulsion, de gens, un producteur et un réalisateur ont un projet et ils le mettent. Et je pense que les grands studios, les grandes chaînes de télé étaient l'œuvre on citait Alain de Greff tout à l'heure en parlant. Il y avait des gens, à un moment, il y avait des gens qui étaient à la tête de chaînes ou de studios de cinéma et qui avaient une ligne éditoriale, qui étaient eux aussi des artistes et que maintenant, on est un comité de lecture, ça veut rien dire. 30 personnes qui lisent un scénario, ça veut rien dire, ça aboutit à rien. On arrive toujours effectivement à un milieu mou, une vague molle qui est embêtante. Et du coup, en faisant ce qu'on fait, évidemment qu'on sait qu'on ne peut pas gagner d'argent, évidemment on sait que ça mène à rien, mais on a l'extrême plaisir de voir les choses qu'on a envie de voir, et effectivement de se dire, putain, tous les trucs qu'on nous dit qu'on ne peut pas faire, regardez, dès qu'on s'enlève tout votre paquet de conventions, là, on y arrive. Donc c'est peut-être... Je pense que le métier a quand même besoin de se rafraîchir, je le trouve extrêmement lourd. Je trouve qu'on a beaucoup de problèmes, alors que la technologie, elle, est en train de foncer à une allure considérable. Il se passe des trucs fascinants toutes les semaines. Il y a un truc qui sort, on dit ah putain, maintenant on peut faire ça, maintenant on peut faire ça. Mais je le vois pas dans les films. Je ne le vois pas dans les films. Je vois que maintenant certains films me gênent parce que je regarde plus le grain de la peau de l'acteur que d'écouter ce qu'il raconte. Vraiment, ça m'arrive souvent en kino en plus. Ici, tout le monde est content, on a des beaux jouets et tout. Et t'as des films entiers, t'es en train de mater le grain de peau de l'acteur. Moi, des fois, je sais même plus de quoi ça parle. Je fais, ah, dis donc, là, il a un poil qui pousse là. Mais elle est jolie, hein. C'était une super transition, Thomas. C'est une super transition. Ouais. C'est justement l'antithèse de ce que tu nous racontes du grain de peau de l'acteur, cette caméra. En tous les cas, c'est bien d'avoir ton feedback aussi sur comment tu fais et tout ça. Et je voulais juste revenir un tout petit peu sur l'aspect technique pur pour aller jusqu'au bout. Tu as un 550D et tu as un objectif. J'ai un Tamron 1755 1850 1750 qui est cassé. Obligé de tirer dessus pour zoomer. Et j'utilise 2 ou 3 autres objectifs qui appartiennent à Off-Court. J'ai un 50 qui est tombé. J'étais à 5 mètres. Hein. Et le sac glissait. Je me suis dit, là c'est mort. J'avais le temps de rien faire et c'était fini. Donc je n'ai plus mon 50. Et on se prête des objectifs entre copains. Enfin, toute l'équipe vient avec ses caméras, avec ses trucs. On a fait du coup dans la série des plans à. En fait, je crois que tous les plans de drone sont avec. Qu'est-ce qu'ils avaient mis sur le drone l'année dernière? C'est une des caméras Sony d'ici. Ah oui, une petite... oui. Ouais, on a des plans. Il y a quelques stop motion dans le stop motion time-lapse dans la série qui sont faits en Blackmagic. Et là, je trippe parce que j'ai fait un clip pour les Boys and Lilies que je suis en train de finir de monter là,
qu'on a tourné, elle voulait un côté rétro 90, on s'est mis à tourner des plans avec une XL2. D'accord. J'ai passé l'été à filmer des gens sur la plage avec une XL2. C'est drôle. Ça m'a donné envie de faire des... C'était vraiment très spécifique pour le clip, mais ça m'a donné envie de faire des films avec, en fait. Ah oui, c'est la grande mode en ce moment, les caméscopes VHS ressortent de... Ben oui, parce que Des cases, ça y est, il y a suffisamment de ouais. temps à passer, la nostalgie est là, ça devient Voilà, vintage, en fait. c'est ça. Et en même temps, c'est réellement intéressant. Plutôt que tous les vieux faux filtres qu'on peut utiliser, etc., pour le faire, tu reprends la caméra et tu vois, tu te rappelles de tout ce qui était horrible. Et mais donc peu importe, pour moi une caméra, qu'est-ce qu'elle apporte effectivement, qu'est-ce que chaque caméra trimballe sa poésie, peu importe son niveau de technicité. Et après, tout dépend de ce que tu veux faire. Évidemment, si tu veux faire Avatar, tu peux pas tenir le discours que j'ai là sur. C'est juste quel projet a besoin de quoi. On va appeler James Cameron pour savoir ce qu'il en pense. Et s'il veut te prendre comme responsable des effets spéciaux sur son prochain film. Je pense qu'il ne devrait pas. Il devrait pas. Il lui faudra beaucoup de sèche-cheveux. Je sais pas si on a compris ma blague, mais c'est pas Oui, grave. non, mais c'était pas Si mal. j'ai acquiescé, c'est pas hilarant, c'est une petite note d'humour qui C'était flottait. pas très drôle. Moi, mais- je me fais engueuler quand je fais des jeux de mots, mais Non mais je m'auto-censure, tu vois. Oui, c'est bien, c'est bien. J'assume totalement ma mauvaise blague. ok. Bon, et ben on va enchaîner directement sur cette chose, Damien. Donc, tu as tourné avec cette caméra Digital Bolex noir et blanc, monochrome. C'est ça. T'en as une à toi déjà? J'en ai une à moi, enfin disons ça fait partie du collectif dont je fais partie, Seaside Productions à Genève. On a acquis une des toutes premières, on a participé au Kickstarter et on a acheté une des toutes premières, j'essaie de me souvenir, c'est la numéro, je sais pas, 69 ou un truc dans le genre, qui est la couleur. Et là aujourd'hui je teste la noir et blanc pour la première fois. Et bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que les gens qui ont développé cette caméra, ils ont dit oula, où ça va, toutes ces histoires technologiques avec la course au nombre de pixels, etc. Et ils ont cherché à faire voilà, quelque chose avec les nouvelles technologies, mais qui fait partie justement de la démocratisation des nouveaux outils. Et puis de se dire, bah, on va prendre un capteur qui existe, on ne va pas faire développer un nouveau capteur, il y a des super capteurs, et puis on va faire une caméra qui a un look un peu rétro. Et puis et le concept derrière, en fait, c'était démocratiser le RAW qui est le format natif en fait que enregistre la caméra. Et donc ils sont partis sur un capteur de la taille Super 16, alors que tout le monde fait la course à des plus grands capteurs, en 2K, alors que tout le monde fait du 4K, du 5K, du 6K, on parle de 8K maintenant. Donc eux ils ont dit mais 2K, ça suffit aussi. Et puis ils ont fait par défaut en fait une monture C qui est la monture des optiques 16 mm et qui permet d'utiliser, comme c'est le cas ici, un vieux zoom ingénieux et Voilà. on en trouve plein. Un vieux zoom des années bissextiles. Ouais, c'était un zoom qui devait être justement sur une Bolex Super 16, je pense, ou peut-être une Beaulieu ou un truc comme ça. Ça doit dater de fin des années 60, je pense, celui-là. Ouais. Donc cette caméra-là, elle a une particularité vraiment étonnante et un peu anachronique, on va dire, c'est qu'elle ne fait pas d'image en couleur, elle ne fait que du noir et blanc. Voilà. Et parce qu'il faut savoir que la plupart des capteurs de toutes les caméras aujourd'hui sont des capteurs noir et blanc. Et en fait, on recrée de la couleur via un procédé qui s'appelle la matrice de Bayer, donc un éminent physicien qui est mort l'année dernière, du reste, le docteur Bayer, qui a mis au point un système justement pour pouvoir, en fonction justement des ondes lumineuses, de recréer une information en couleur, mais on peut quasiment bricoler toutes les caméras pour aujourd'hui, et enfin, j'exagère un peu, et les transformer en caméras noir et blanc, infrarouge en plus. Parce qu'il y a une histoire de gestion des infrarouges dans ce genre de capteur. On parlait de tutoriel tout à l'heure, et il y a des tutoriels pour justement transformer des 550D en caméra noir et blanc. Voilà. Donc Ouais. peut-être que le prochain épisode. Je ferai peut-être ça quand j'aurai ma prochaine caméra, Voilà. que je pourrais le flinguer.
C'est ça. Définitivement. Et normalement, si je me trompe pas, il gagnerait en sensibilité, non? Parce que la noir et blanc est plus sensible que la couleur. Oui, oui, la matrice de Bayer, du coup, atténue un peu la sensibilité en basse lumière. Donc voilà, donc caméra dont on a déjà parlé, toi tu as pas mal tourné avec. C'est vrai que c'est un outil qui est vraiment dans l'idée d'une rupture technologique, quoi. C'est pas, on va pas. Effectivement, ce qui est agréable, c'est qu'on a plutôt à faire du coup effectivement un choix finalement artistique. Cette caméra elle est conçue pour ça et pas forcément juste dans une course technologique. C'est pas une caméra qui est voulue pour être polyvalente. C'est pas une caméra tu peux pas faire de news avec, tu peux pas faire de reportage avec. C'est vraiment, c'est un outil dédié aux artistes qui ont envie de faire les choses autrement. Voilà, typiquement, la caméra, c'est un truc qui est pas très cher, ça vous alentours de 3 000 euros. Par contre, ça enregistre des fichiers en RAW, donc le RAW, on va dire pour vulgariser un peu, c'est cette espèce de négatif numérique. Donc c'est des fichiers qui paradoxalement sont assez lourds en termes de poids de fichier et nécessitent obligatoirement du post-traitement. C'est-à-dire que contrairement à ce que tu fais avec ton 550D où tu as une image qui est processée, qui est quasiment utilisable telle qu'elle, qui ne nécessite pas forcément d'étalonnage, même si c'est vivement conseillé de le faire. Là, tu ne peux pas. C'est un fichier que techniquement, on ne peut même pas ouvrir avec l'ordinateur sans déjà le. Il faut le développer. Il faut le développer, voilà. Et ça s'ouvre dans Photoshop, ça s'ouvre dans Premiere, Dans n'importe quel logiciel d'étalonnage. Dans DaVinci. Dans DaVinci. Ils ont aussi leur petit logiciel à eux qui a été développé par la société Pomfort, c'est une société allemande que j'aime bien, qui fait aussi le logiciel de backup qui s'appelle Silverstack. Et voilà. On va peut-être commencer par regarder des images. Ouais, volontiers. Excusez-moi, j'éternue. Voilà. Santé. On va lancer d'abord les images Bolex, s'il vous plaît, en régie. Et tu vas nous expliquer, tu vas parler par-dessus. Voilà. Ça marche. Alors voilà, ça c'est un petit film tourné dans un kino à Bruxelles. Donc c'était moi le chef opérateur. Donc c'est des images qui ont été étalonnées. Donc on parle pas c'est pas des images RAW directement. Mais moi je trouve que ça représente assez bien l'image qu'on a avec la Bolex. Donc c'est pas ce modèle-là. Donc ça c'est la version qui fait de la couleur. Moi je trouve que c'est justement on a une image d'une grande douceur et aussi au niveau des qualités des couleurs en fait qui se différencie beaucoup des autres caméras aujourd'hui. Alors là on entre dans la technique, mais c'est parce qu'elle a un capteur de type CCD qui est différent de la plupart c'est ce qu'utilisent la plupart des autres caméras. C'est notamment un capteur qui a la particularité d'avoir une vraie précision au niveau de la capture du mouvement qui ne fait pas d'effet de rolling shutter. Tu vois, là on a vu très bien le camion, on voit les bagnoles passer, il y a zéro saccade et il y a zéro effet de diagonale un peu molle qu'on peut avoir sur la plupart des autres caméras. Donc c'est un choix technologique qui impose ses limites aussi parce que c'est une caméra qui au final qui n'est pas très sensible. Mais du coup dans la capture du mouvement il y a un truc qui est vraiment classe, qui est vraiment inédit, qu'on ne retrouve que sur des caméras plutôt dites de plateau ou des caméras dédiées au sport. Par exemple, tu vois, Sony utilise encore beaucoup la technologie tri-CCD dans les caméras de plateau. Et en fait, c'est assez étonnant de voir que on se familiarise en fait avec un truc qui provoque beaucoup d'aberrations. Le capteur CMOS a quand même pas mal de contraintes. Et voilà. Donc moi, c'est aussi un des trucs que j'aime beaucoup dans ces caméras Bolex. C'est vraiment des outils qui sont assumés comme étant marginaux. Tu vois, c'est pas un produit mass market qu'on va trouver. C'est très difficile à trouver. Il n'y en a pas chez les loueurs en France. Jusqu'à présent, tu pouvais l'acheter que sur leur site. Voilà. Joe, qui est le papa de cette caméra, et un mec absolument génial, mais qui a un petit côté dictateur, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à lui dire ah ouais c'est sympa qu'elle fasse du RAW mais ce serait bien qu'on puisse avoir d'autres codecs, je me suis fait défoncer la gueule gentiment parce que c'est vrai que voilà il a voulu, ça serait bien qu'on voilà
il a vraiment voulu que cette caméra réponde à un cahier des charges qui soit en dehors des normes, en dehors de l'uniformité globale qu'on peut avoir chez la plupart des constructeurs. Donc c'est clair que c'est pas une caméra qui est faite pour faire le tout venant, quoi. C'est vraiment c'est une démarche. Voilà. Mais si je peux dire, moi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais un petit peu, c'est-à-dire que c'est un outil en fait. Chaque caméra, c'est un outil, il y a différents types d'outils, et selon ce que tu veux Oui, faire, parce tu vas choisir qu'après, ton là, on outil, est hein. finalement, enfin, évidemment, tout ça grâce aux avancées technologiques, mais on est plus dans un choix entre faire de la peinture à l'huile et de l'aquarelle, quoi. Avec ça, tu fais de l'aquarelle, puis c'est tout. C'est comme ça, acheter un kit C'est ça. je fais, et C'est ça. ensuite je vais explorer cette technique-là. Donc non, au contraire, je trouve que C'est l'antithèse de la polyvalence en fait. C'est Oui. vraiment un outil qui est ultra spécialisé. Bon, à la fois, si tu veux faire plein de choses quand même, hein, c'est que pas parce beaucoup que- plus important. Par exemple, j'ai toujours un petit problème avec l'image de la RED, moi, qui effectivement est super polyvalente. Tu sais pas quoi prendre, tu prends une RED. Mais je lui trouve un manque de. J'ai toujours trouvé les films en RED un peu morts. À moins que les gars les aient. Tu sais, quand c'est sur le Hobbit et que de toute façon. Ils ont pris que la tête du gars et qu'ils ont étalonné sur 220 couches. Oui, Ouais. au bout d'un moment, tu arrives à faire un truc marrant. Mais alors que tu avais effectivement des caméras comme l'Alexa qui, je trouve, ont plus de. Une image Plus que de je trouve patates. plus vivante. Je sais. En fait, ça, c'est vrai on est encore dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'on a une culture d'image qui est argentique, qui est organique, qui est photochimique. On a grandi avec ça dans la rétine, hein. Donc, ces deux constructeurs-là qui sont Red, et je vais mettre Sony un peu dans le même panier. Attention à ce que tu dis. Face à Harry, par exemple, Harry a créé une caméra. L'Alexa a été créée pour les chefs opérateurs et les gens qui étaient nostalgiques de l'image argentique. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce succès-là. C'est vrai que l'image Red et Sony aussi est un peu dans cette même logique-là, et une image qui s'assume un peu plus numérique dès le départ. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a aussi. Oui, on non, est c'est dans- une palette d'outils Voilà. différents de toute façon. Et après, c'est Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un bout d'un moment, surtout, il y a forcément quand il y a des révolutions, toujours intéressant de voir si elles prennent la direction qu'on aimerait leur voir prendre. Et effectivement, qui vient effectivement plutôt d'une culture beaux-arts au sens large. Pour moi, en tout cas, je crois que la façon dont on utilise l'outil est parfois même plus intéressante que ce qu'on a raconté. Oui. J'ai jamais été intéressé par ce qui se passe dans les tableaux de Van Gogh, par exemple, mais quand même, à chaque fois que j'en vois, je reconnais que Oui. il y a quelque chose Ouais. d'intéressant. Il Et c'est avait- le travail de la matière. il avait une ouïe particulière. Et, LOL, Emmanuel. Pardon. LOL. et moi, j'ai toujours aimé. Mais C'est alors, ma c'est fête. pareil, on reparlait hier de Jodorowsky, on parlait de films d'horreur, on parlait de. Moi, mes films préférés à la base, c'est ce qui m'a amené au cinéma. À part effectivement les choses de marionnettes et les Dark Crystal et tout le côté Star Wars, là où je me suis découvert vraiment cinéphile et passionné de quelque chose, c'était avec des films comme La Nuit des Morts Vivants, comme Santa Sangre de Jodorowsky, comme les films des Monty Pythons, qui sont à peu près que des gens qui tournaient avec le 16 mm qu'ils avaient à peu près trouvé, en tout cas pour leur premier film, et du coup pour moi le fameux grain. C'est pas un gadget. J'ai une culture visuelle du grain, et c'est pas parce que la technologie l'enlève que le grain doit perdre de son sens. Effectivement, donc c'est une problématique, hein, le Ah, rajout tiens. du faux grain, le machin. Mais Alors maintenant, tu peux rajouter du vrai grain, tu sais. ouais, mais ouais. Mais moi, il y a un truc, je trouve qu'on parle pas souvent, ça a été légèrement mentionné, c'est des histoires de filtres, en fait. Et tu parlais des RED tout à l'heure. Moi, ce que je trouve intéressant sur une RED, c'est de mettre des vieilles optiques.
parce que en fait, elles ont tellement de pixels que justement, tu vas capter la nature des optiques. Et les optiques ont du caractère. Et aujourd'hui, on voit sur le numérique, les gens, ils ont tendance à mettre les optiques les plus modernes qui n'ont aucun caractère, à mon avis. Et puis, ils ont généralement l'habitude de ne pas mettre de filtre, parce que de toute façon, on peut tout faire en post-prod. Ouais. Et alors que si tu regardes les vieux films qui sont faits en pellicule, ils choisissaient des optiques, souvent des optiques douces. Les optiques sont plus douces que les optiques modernes. Ils mettaient des filtres devant pour donner des couleurs, des aspects, etc. Ça, c'est clair et ils que- travaillaient cette matière, en fait. Et le numérique, il faut se rendre compte aussi que, pour moi, il arrive à l'âge adulte aujourd'hui. Ça a 20 ans, les caméras numériques, quoi. Et on voit le cinéma, la pellicule, ça a plus de 100 ans. Donc c'est une matière qu'on s'est apprivoisée, qu'on a su travailler et que chacun s'est approprié pour la faire de telle ou telle manière. Et le numérique, c'est encore les débuts, quoi. Et ça va encore évoluer. Et ça n'arrête pas de changer presque trop vite des fois, surtout quand on fait de la post-prod. Mais... Alors, je vais vous montrer un petit bout de film sur lequel je suis en train de travailler. C'est loin d'être terminé. J'ai tourné donc avec la Bolex noir et blanc, avec Caroline Reynaud, qui est une amie comédienne avec qui je faisais l'imbécile dans l'émission de cuisine l'autre jour. Justement, ce film, il a été fait dans l'esprit d'aller vers une image qui est volontairement nostalgique, argentique, avec du grain. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment étalonné, j'ai juste équilibré quelques niveaux et je me suis amusé justement à travailler sur des plugins de simulation de pellicule. Donc voilà, c'est un work in progress, c'est vraiment absolument pas fini. On va donc commuter sur l'ordinateur. Il y a du son aussi.
voilà, petit extrait d'un film qui est encore en cours d'élaboration, mais qui donc a été tourné en majeure partie en noir et blanc et un petit peu avec la couleur. Et voilà. Et en fait, on n'a plus beaucoup de temps. On a été super bavard et il faut absolument que je passe quelque chose d'autre. Donc, je vais passer quelque chose d'autre. Ok. On va parler demain d'une autre caméra et on va pas parler que de celle-là. On va parler de l'Alpha 7R2 de chez Sony qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment une caméra hybride photo-vidéo. Qui est très très intéressante parce qu'elle devient très très performante dans les deux domaines. Et donc là aussi, on arrive à une convergence qui est très chouette. Et le GH4 de chez Panasonic qui a eu une mise à jour assez intéressante puisqu'ils ont installé le V-Log de la Varicam, cette fameuse courbe logarithmique qu'on a déjà dans les outils Sony depuis l'Alpha 7S. Donc le S-Log là, donc on a une courbe log aussi chez Sony et je vais vous montrer un petit clip, donc c'est une avant-première mondiale sur laquelle j'ai fait un petit clip sur lequel j'ai fait l'image. C'est un groupe de métal, ça s'appelle Lab Zero et le morceau s'appelle Death Day et j'ai mélangé justement de l'Alpha 7S avec du GH4 avec cette fameuse courbe V-Log qui est une avant-première parce que c'est pas encore officiellement c'est annoncé, mais c'est pas encore disponible sur le marché. Mais c'était aussi pour vous montrer qu'on peut matcher différentes caméras qui n'ont pas forcément la même signature d'image. Donc voilà.
Et pendant ce temps-là, Denis fume. Dans une très belle lumière d'ailleurs. Dans une très belle lumière derrière, ouais. Il est très photogénique. Et c'est un très bon Et acteur, un très bon Denis acteur, Leluc, voilà. mesdames et messieurs. Sous applaudissements. Donc voilà, Mais c'était il a des DSD goûts sexuels très étranges. Lab Zero, réalisé par Carole Épinette, il faut le dire. Je n'ai pas entendu ta blague, mais... Rien, mais ça tombe bien. C'était une petite... Blague. Une blagounette, quoi. Hein? Une blagounette. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, c'est le moment de rendre l'antenne. Merci à tous. Merci Thomas. Merci Damien. Merci. Merci Ève. C'était sympa. Merci C'était Bolex. très sympa aujourd'hui. Merci Ouais. Sony. On passe de bons moments ici, Merci. j'aime C'est beaucoup. vrai. Will. Ouais. Ouais. Moi je reviendrai aussi. Ce serait pas mal Merci. qu'on ait du thé et des petits gâteaux. un truc Mais comme ça. c'est ce que j'allais dire, du thé, des petits gâteaux pour la Ouais. prochaine fois, Voilà. s'il vous plaît, derrière, ok? Ouais, ok. Et bien, on se retrouve demain soir à la même heure, 19h, pour le Pampuris Show numéro 4 de la 4e édition en direct d'Offcourt. Et à demain. Bonne soirée, merci.